En janvier 1933, lorsqu'Adolf Hitler prêta serment en tant que chancelier du Reich, l'Allemagne était un pays techniquement détruit. Il ne s'agissait pas d'une crise passagère ni d'une récession cyclique, c'était le résultat accumulé de 15 années de catastrophes enchaînées qui avaient pulvérisé les finances de l'État, érodé la monnaie, fait sombrer l'industrie et poussé des millions de personnes à la limite de la subsistance. Le premier coup était arrivé avec la Première Guerre mondiale. Entre 1914 et 1918, l'Empire allemand finança 4 années de combat en imprimant de la monnaie et en émettant une dette massive, sous la conviction que la victoire permettrait de tout payer. Il n'y eut pas de victoire. Le traité de Versailles de 1919 imposa à l'Allemagne des réparations de guerre initialement fixées à 132 milliards de marks or, un chiffre astronomique qui représentait plusieurs fois le produit intérieur brut du pays. Pour le mettre en perspective, ce montant équivalait à des décennies entières d'exportations allemandes et avait été calculé par les Alliés non seulement pour dédommager les pertes matérielles de la guerre, mais pour garantir que l'Allemagne tarderait des générations à retrouver sa capacité militaire. Le gouvernement de Weimar tenta d'honorer les premiers paiements, mais la pression fiscale fut insupportable. Au début des années 20, la solution fut la plus simple et la plus dévastatrice possible, imprimer davantage de billets. L'hyperinflation qui suivit entre 1921 et 1923 n'eut aucun précédent dans l'histoire d'une économie industrialisée. En novembre 1923, $1 américain s'échangeait contre 4,2 billions de marks. Le prix du pain doublait toutes les quelques heures. Les citoyens remplissaient des brouettes de liasses de billets pour acheter 1 litre de lait. Les économies de toute une vie s'évaporèrent en quelques semaines. La classe moyenne allemande, qui avait survécu à la guerre avec un certain patrimoine, fut économiquement ruinée. Un employé qui avait épargné consciencieusement pendant 20 ans découvrit que l'argent accumulé ne suffisait pas pour acheter un timbre-poste. Les conséquences sociales de cette hyperinflation furent aussi profondes que les conséquences économiques. La destruction massive de l'épargne de la classe moyenne engendra une méfiance durable envers les institutions financières et envers les gouvernements qui avaient permis une telle catastrophe. Cette méfiance, sédimentée pendant une décennie, serait l'un des facteurs qui faciliterait l'ascension d'une force politique qui promettait exactement le contraire: ordre, discipline et la promesse qu'une telle chose ne se reproduirait jamais. Le plan Dawes de 1924, puis le plan Young de 1929 tentèrent de restructurer les réparations et de stabiliser la monnaie. L'économie allemande trouva un certain répit durant la seconde moitié des années 20, soutenue par des prêts américains et par l'expansion du crédit international. Mais cet équilibre était fragile et artificiel. L'Allemagne empruntait aux banques nord-américaines pour payer les réparations à la France et à la Grande-Bretagne, qui à leur tour payaient avec cet argent leurs propres dettes de guerre aux États-Unis. C'était un cercle financier absurde, dans lequel l'argent effectuait une boucle complète et revenait au point de départ, avec pour seul résultat que l'Allemagne accumulait de la dette à chaque cycle. Lorsque survint le krach de Wall Street en octobre 1929, les banques nord-américaines retirèrent soudainement les prêts accordés à l'Allemagne, et l'édifice s'effondra avec une vitesse qui surprit même les observateurs les plus pessimistes. La Grande Dépression frappa l'Allemagne avec une brutalité particulière. Le pays dépendait de capitaux extérieurs et d'exportations industrielles. Lorsque les deux sources se tarirent simultanément, l'effondrement fut immédiat. La production industrielle chuta de moitié entre 1929 et 1932. Le chômage, qui en 1929 touchait 8,5% de la population active, grimpa jusqu'à 30% en 1932, avec des chiffres qui, dans certaines villes industrielles, dépassaient les 40%. En termes absolus, il y avait plus de 6 millions de chômeurs enregistrés, bien que les nombres réels fussent plus élevés si l'on incluait les travailleurs à temps partiel ou ceux qui avaient abandonné la recherche d'emploi. Dans la Ruhr, le cœur industriel de l'Allemagne, certaines villes minières dépassaient les 60% de chômage parmi la population masculine adulte. Les caisses de l'État étaient vides. Le gouvernement de Weimar avait augmenté les dépenses sociales pour amortir le choc de la dépression, mais les revenus fiscaux s'effondraient tandis que les dépenses grimpaient. Le déficit budgétaire était structurel et ingérable.
Dès 1931, le chancelier Heinrich Brüning tenta d'équilibrer les comptes au moyen d'une politique de déflation sévère, coupant les salaires des fonctionnaires, les pensions et les allocations chômage. Le remède fut pire que le mal. La contraction de la consommation fit sombrer davantage l'activité économique et déclencha le mécontentement politique. Brüning passa à l'histoire allemande comme le chancelier de la faim, un surnom qui reflète tant la cruauté de ses politiques que son échec à stopper la spirale descendante. Ce fut dans ce contexte de désespoir accumulé que le Parti national-socialiste crut de manière météorique. Lors des élections de 1928, les nazis obtinrent 2,6% des voix. En juillet 1932, au point le plus haut de la crise, ils recueillirent 37,4%. Le message d'Hitler était simple et puissant. Les responsables de l'effondrement n'étaient ni le capitalisme ni les contradictions de l'économie mondiale, mais les juifs, les communistes, les sociaux-démocrates et les politiciens corrompus de Weimar qui avaient accepté l'humiliation de Versailles. Il promit travail, ordre, grandeur et revanche. Pour des millions d'Allemands qui avaient vu leurs économies détruites 2 fois en une décennie et qui ne trouvaient pas d'emploi, cette promesse avait une puissance irrésistible. Lorsqu'Hitler parvint au pouvoir en janvier 1933, les chiffres étaient implacables. La dette extérieure allemande dépassait les 20 milliards de marks. Les réserves de devises de la Reichsbank étaient quasi inexistantes, à peine suffisantes pour couvrir quelques semaines d'importation. Le pays avait des engagements de dette qui arrivaient à échéance dans les mois suivants et aucun mécanisme clair pour les affronter. Les investisseurs étrangers se méfiaient, le crédit international était fermé et l'appareil productif opérait largement en dessous de sa capacité. Et pourtant, cet État insolvable s'embarqua dans l'un des programmes de réarmement les plus ambitieux de l'histoire, dans un laps de temps étonnamment bref. Comprendre comment cela fut possible exige d'examiner chacun des mécanismes qui le firent fonctionner. À Hjalmar Schacht, le magicien des finances, l'homme à qui Hitler confia la tâche apparemment impossible de financer la reprise économique et le réarmement, fut Hjalmar Horace Greeley Schacht, un banquier de formation classique doté d'un esprit extraordinairement créatif pour les instruments financiers et d'une capacité quasi théâtrale pour la négociation internationale. Son nom complet révélait déjà quelque chose de sa singularité. Il était né au Danemark, fils d'un père allemand qui admirait tant le journaliste nord-américain Horace Greeley qu'il donna son nom à son fils. Schacht grandit entre 2 cultures et développa dès son jeune âge une aisance en anglais et dans les usages du monde anglo-saxon qui lui serait très utile dans ses négociations ultérieures. Schacht était né en 1877 et possédait un parcours remarquable avant son association avec les nazis. En tant que président de la Reichsbank entre 1923 et 1930, il avait été l'architecte du Rentenmark, la nouvelle monnaie qui mit fin à l'hyperinflation de 1923. Sa méthode fut chirurgicale. Il adossa la nouvelle monnaie aux terres agricoles et industrielles du pays, ce qui créa de la confiance sans nécessité de réserves d'or réelles. L'inflation s'arrêta en quelques semaines. Cet exploit lui valut une réputation internationale de génie financier et il fut reçu à Washington et à Londres avec la déférence que l'on réserve aux hommes d'État et non aux simples technocrates. Schacht s'opposa au plan Young de 1929, le jugeant trop onéreux pour l'Allemagne, et démissionna de la Reichsbank en 1930. Il se rapprocha du mouvement nazi, non par conviction idéologique profonde, mais parce qu'il voyait en Hitler la seule force capable de briser le statu quo de Versailles et de rendre à l'Allemagne une position de puissance économique souveraine. En janvier 1933, Hitler le nomma de nouveau président de la Reichsbank et en août 1934, il le désigna en outre-ministre de l'économie du Reich. Schacht était parfaitement conscient que sa fonction était double. Vers l'extérieur, représenter la face respectable et techniquement compétente du régime, vers l'intérieur, concevoir les mécanismes permettant de financer le réarmement sans déclencher l'inflation que tout le monde redoutait. Les 2 premières années du régime nazi furent dominées par la logique de Schacht, contrôler les dépenses visibles, négocier avec les créanciers étrangers, et avant tout trouver des mécanismes pour financer les travaux publics et le réarmement sans épuiser les réserves de devises. La crise des devises était l'obstacle le plus immédiat.
L'Allemagne avait besoin d'importer des matières premières pour son industrie et les importations se payaient en devises étrangères dont le pays manquait presque totalement. Les 6 mois de réserve qui existaient en janvier 1933 étaient pratiquement épuisés à l'été de cette même année. En 1934, alors que les paiements de la dette extérieure commençaient à arriver à échéance, Schacht déclara un moratoire unilatéral. L'Allemagne cesserait de payer des intérêts en devises sur sa dette extérieure. À la place, les créanciers étrangers qui souhaitaient être remboursés recevraient des marques bloquées, c'est-à-dire des marques qui ne pouvaient être dépensées qu'en achetant des biens allemands. C'était une manière ingénieuse de convertir la dette en un mécanisme d'exportation forcée. Les créanciers pouvaient recevoir leur argent, mais sous la forme qui convenait à l'Allemagne. Le gouvernement britannique protesta énergiquement, le gouvernement américain également. Schacht les reçut à Berlin avec son mélange habituel de courtoisie impeccable et de fermeté absolue, expliquant que l'Allemagne n'avait tout simplement pas les devises et que la seule alternative au système des marques bloquées était le défaut de paiement total. Les créanciers acceptèrent la seconde option à contre-cœur. Schacht alla plus loin. Il développa un réseau d'accords bilatéraux de commerce extérieur avec des dizaines de pays, notamment en Europe de l'Est, en Amérique latine et dans les Balkans. Le système, dénommé en Allemagne Neue Plan ou Nouveau Plan, fonctionnait sur la base du troc étendu. L'Allemagne achetait des matières premières à un pays et payait avec des biens manufacturés allemands, évitant en tout temps le transfert de devises. La Roumanie vendait du pétrole et recevait des machines. La Yougoslavie exportait du cuivre et obtenait des locomotives. La Hongrie envoyait du blé et recevait de l'armement. Pour les petits pays de l'environnement allemand, la relation était avantageuse à court terme car ils trouvaient un marché sûr pour leurs exportations agricoles. Pour l'Allemagne, c'était une manière d'accéder à des ressources stratégiques sans dépenser un seul dollar ni une seule livre sterling. Ce système de compensation multilatérale fut étendu par le biais de ce qu'on appelait la chambre de compensation. Au lieu de payer directement, les échanges étaient enregistrés comme des crédits et des débits dans des comptes internes, et le solde était liquidé en biens. C'était du commerce sans argent au sens conventionnel. La dette commerciale que l'Allemagne accumulait avec ses partenaires était simplement refinancée continuellement, devenant un instrument de dépendance économique. Des pays comme la Bulgarie, la Grèce ou la Turquie finirent si étroitement entrelacés avec l'économie allemande que leur marge de manœuvre politique se trouva significativement réduite. Lorsque la guerre éclata, plusieurs de ces pays se trouvèrent dans une position de dépendance économique qui rendait très difficile la résistance aux pressions politiques allemandes. Parallèlement, Schacht mit en place des contrôles d'échange d'une extrême dureté. Aucun citoyen ni aucune entreprise ne pouvait acheter librement des devises étrangères. Tout échange avec l'extérieur devait passer par la Reichsbank ou par des bureaux autorisés. Les exportations privées devaient remettre les devises obtenues à l'État. Quiconque tentait de sortir des capitaux du pays ou d'effectuer des paiements non autorisés s'exposait à des peines sévères, pouvant inclure la confiscation de tous les biens et l'emprisonnement. Le marché des capitaux fut complètement contrôlé. Il n'y avait aucune issue possible pour le capital privé qui aurait souhaité fuir l'Allemagne nazie. Les fortunes, grandes et petites, restèrent piégées à l'intérieur du Reich. À l'intérieur du pays, la politique économique s'orienta radicalement vers la réactivation de l'emploi par le biais des travaux publics. Le programme d'autoroute, projeté avec un grand appareil de propagande comme symbole de modernité et de volonté de progrès, le drainage des marais, la construction de logements sociaux et les travaux d'infrastructures absorbèrent des centaines de milliers de travailleurs en 1933 et 1934. L'effet sur les statistiques de chômage fut immédiat et visible, ce qui procura au régime sa première grande victoire propagandiste. Mais cette expansion des dépenses publiques posait un problème fondamental et sans solution évidente dans le cadre des paramètres financiers conventionnels, l'État n'avait pas d'argent pour les payer. Les Mefo-Bills, de l'argent fantôme pour une armée réelle. La solution la plus audacieuse et techniquement opaque que développa Schacht fut la création des Mefo-Bills ou Mefo-Wechsel en allemand, un instrument financier dont la conception était si subtile qu'il maintint durant des années le réarmement hors des budgets officiels et, par conséquent, invisible aux yeux des observateurs étrangers.
L'architecture du mécanisme mérite d'être examinée en détail, car c'est en elle que réside l'une des clés les plus profondes de l'apparent miracle économique nazi. Le mécanisme s'articula en 1934. Le gouvernement nazi créa une société fictive appelée Metallurgische Forschungsgesellschaft MBH, dont l'acronyme donnait son nom à l'instrument MEFO. Cette entreprise n'avait aucune activité réelle, ni employés, ni installation. Son unique objectif était de servir de véhicule financier. Le Reich émit des lettres de change au nom de la MEFO, avec une échéance de 6 mois prorogeable jusqu'à 5 ans. Les entreprises qui fournissaient du matériel à l'armée, de l'acier aux uniformes, des camions aux avions de combat, recevaient leur paiement non pas en marques ordinaires, mais en MEFO bills. L'État, littéralement, payait ses comptes avec des billets à ordre émis au nom d'une entreprise fantôme. Les entreprises pouvaient faire 2 choses de ces titres, soit les escompter dans n'importe quelle banque privée allemande avant l'échéance, les convertissant en numéraires moyennant une faible décote, soit les conserver jusqu'à leur échéance et les encaisser directement auprès de la Reichsbank. Les banques, à leur tour, pouvaient les réescompter auprès de la Reichsbank, qui était dans l'obligation de les accepter. En pratique, les MEFO bills fonctionnaient comme de la monnaie. Ils circulaient entre les entreprises, servaient à payer les fournisseurs et étaient acceptés par le système bancaire. Mais ils n'apparaissaient pas dans les statistiques de la dette publique conventionnelle et ne figuraient pas au budget de l'État. Depuis l'étranger, les dépenses militaires allemandes semblaient bien moindres qu'elles ne l'étaient en réalité. Le volume émis fut énorme. Entre 1934 et 1938, le gouvernement nazi émit des MEFO bills pour un total d'environ 12 milliards de marks, un chiffre qui représentait entre 40 et 50% du coût total du réarmement durant ces années. Pour donner une idée de l'ampleur, le budget militaire officiel de l'Allemagne en 1933 était de 750 millions de marks. En 1938, il dépassait les 17 milliards. Les MEFO bills couvraient une partie substantielle de cette expansion sans qu'elle n'apparaisse dans aucun bilan public. Si un diplomate ou un journaliste étranger tentait d'évaluer l'ampleur du réarmement allemand en observant les budgets publiés, il obtenait une image complètement déformée. L'astuce fonctionnait parce qu'elle s'appuyait sur une caractéristique fondamentale du système bancaire moderne, la création de crédit. Lorsque les entreprises escomptaient leurs MEFO bills dans les banques, celles-ci obtenaient des actifs qu'elles pouvaient réescompter à la Reichsbank, augmentant ainsi la base monétaire. C'était en essence une forme déguisée de monétisation du déficit, c'est-à-dire de financement de la dépense publique par l'impression de monnaie, mais enveloppée dans l'apparence d'un instrument de crédit commercial privé. Si le même processus avait été réalisé ouvertement, le gouvernement imprimant des marques pour payer les fabricants d'armes, cela aurait généré une alarme immédiate quant au risque d'inflation au sein d'une population qui se souvenait encore de la catastrophe de 1923. En passant par le mécanisme des lettres de change, l'opération semblait superficiellement une transaction commerciale ordinaire entre entreprises privées. L'ingénierie financière avait en outre une autre vertu du point de vue du régime. Elle distribuait l'information. Chaque entreprise qui recevait des MEFO bills savait qu'elle détenait un billet à ordre de l'État, mais elle ne connaissait pas le volume total émis. Chaque banque qui les escomptait connaissait son propre portefeuille, mais pas celui des autres banques. Seule la Reichsbank, sous le contrôle direct de Schacht, avait une vision complète du mécanisme. C'était un système structurellement conçu pour que l'ampleur réelle de l'endettement soit impossible à calculer depuis l'extérieur sans accès aux archives centrales. Schacht était parfaitement conscient que les MEFO bills étaient temporaires. Le moment venu de leur échéance massive, le gouvernement devrait payer et s'il ne pouvait le faire, une crise de confiance se déclencherait. Ce fut exactement ce qui se produisit en 1938. Les premiers MEFO bills émis commencèrent à arriver à échéance et la quantité accumulée était si grande qu'elle s'avérait impossible à régler avec les ressources ordinaires de l'État. Ce fut l'un des facteurs qui poussa Hitler à accélérer la politique d'expansion territoriale, car la conquête de nouveaux territoires et de ressources était la seule issue visible au piège financier que le réarmement lui-même avait créé. Le génial instrument de Schacht contenait, dans sa propre logique, les germes de la guerre. L'instrument MEFO bill fut décrit bien plus tard par les économistes comme l'une des innovations financières les plus inhabituelles du XXe siècle.
Pas exactement une escroquerie, car les titres avaient une contrepartie dans la capacité de l'État à exiger des impôts, mais pas non plus un instrument financier légitime au sens orthodoxe, car toute sa logique dépendait du secret et de l'absence de contrôle externe. Lorsque l'économiste britannique Adam Tooze analysa en détail les archives allemandes dans son ouvrage The Wages of Destruction, il conclut que les Mefo Bills constituaient fondamentalement une dette publique cachée, conçue spécifiquement pour tromper tant les citoyens allemands que les observateurs internationaux. La sophistication technique de l'instrument ne pouvait être l'œuvre que de quelqu'un qui comprenait parfaitement les mécanismes du système financier international et qui les utilisa précisément pour s'en cacher. Un aspect fréquemment occulté est la position dans laquelle cela plaça les banques allemandes. Les institutions bancaires privées, en acceptant et en réescomptant les Mefo Bills, devinrent des complices involontaires du mécanisme. Ce n'était pas une complicité libre. Refuser d'accepter les Mefo Bills aurait signifié faire face à la pression réglementaire de l'État et être exclu du système des contrats publics, qui était la principale source d'affaires dans l'Allemagne des années 30. Mais ce n'était pas non plus une complicité complètement inconsciente. Les directeurs de banques expérimentés comprenaient parfaitement qu'ils finançaient l'État via un instrument peu conventionnel. Le silence de la banque privée allemande sur le mécanisme fut l'une des conditions qui permirent son fonctionnement. Les Mefo Bills eurent aussi un effet secondaire sur la structure du système bancaire allemand qui n'est pas souvent souligné. En obligeant les banques à accumuler de vastes portefeuilles de ces titres, le régime éroda progressivement l'autonomie du secteur bancaire privé. Les banques qui détenaient 30 ou 40% de leurs actifs en Mefo Bills et en bons d'État étaient des banques qui ne pouvaient s'opposer à aucune politique du gouvernement sans risquer la dévalorisation de leur propre portefeuille. La dépendance financière créa la dépendance politique et les deux se rétroalimentèrent jusqu'à ce que, à la fin des années 30, la distinction entre banques publiques et banques nominalement privées en Allemagne ait pratiquement disparu en ce qui concerne les décisions stratégiques d'allocation du capital. La machinerie fiscale essorait l'État et le citoyen. Parallèlement aux instruments financiers créatifs de Schacht, le régime nazi eut recours à des méthodes plus directes pour obtenir des ressources. La pression fiscale sur les citoyens, la capture du système bancaire et, de manière croissante, l'appropriation de biens appartenant à des secteurs de la population systématiquement exclus de la protection légale. Le système fiscal fut radicalement réformé entre 1933 et 1936. Les impôts directs sur le revenu des personnes physiques furent restructurés pour accroître la collecte auprès des strates moyennes et supérieures, qui étaient les seules à posséder une capacité de paiement réelle. Dans le même temps, des déductions fiscales liées au comportement que le régime souhaitait encourager furent créées. Les familles nombreuses recevaient des avantages substantiels. Ceux qui achetaient des logements ou se mariaient jeunes jouissaient d'exonérations spécifiques, et les entreprises qui embauchaient des chômeurs pouvaient déduire ces coûts de leur base imposable. Le système fiscal cessa d'être un mécanisme neutre de collecte pour devenir un instrument d'ingénierie sociale au service des objectifs du régime. L'impôt sur les sociétés fut considérablement augmenté, mais avec un piège bien conçu. Les entreprises qui réinvestissaient leurs bénéfices dans le pays et, surtout, celles qui le faisaient dans des secteurs considérés comme stratégiques pour le réarmement, tels que la sidérurgie, la chimie, les transports et la fabrication d'armements, obtenèrent des traitements favorables. Le système fiscal devint ainsi un mécanisme d'orientation de l'investissement privé vers les fins de l'État. Il n'était pas nécessaire de nationaliser les entreprises. Il suffisait de rendre l'investissement dans l'industrie de guerre fiscalement plus rentable que toute autre alternative. Les entreprises qui tentaient d'investir dans les secteurs de consommation se heurtaient à des taux d'imposition plus élevés et à des difficultés pour obtenir des matières premières que l'État allouait selon des critères militaires. Les économies privées des Allemands furent systématiquement mobilisées vers la dette publique. Les caisses d'épargne, qui géraient l'épargne populaire de millions de familles, furent obligées d'investir une part croissante de leurs actifs dans des obligations d'État. Les compagnies d'assurance, les fonds de pension et les mutuelles reçurent des instructions similaires. L'épargne privée allemande devint, sans que leurs propriétaires le sachent dans la plupart des cas, le financement du réarmement. Les particuliers déposaient leurs économies à la banque locale, la banque achetait des obligations d'État, et cet argent allait directement payer des chars et des avions.
Ce processus s'accéléra avec la création du Reichsanleihe, des obligations gouvernementales émises à long terme et placées de manière quasi forcée auprès des institutions financières. Les banques privées qui n'achetaient pas ces obligations en quantité suffisante faisaient face à des pressions réglementaires et à des visites d'inspection. Le système financier allemand cessa d'être un marché où le capital recherchait l'investissement le plus rentable pour devenir un mécanisme d'affectation dirigé des ressources vers l'État. En 1938, les bilans des grandes banques allemandes étaient composés pour l'essentiel de titres de dette publique à la liquidité douteuse et non de prêts au secteur privé. Un outil supplémentaire fut l'impôt sur la fortune, que le régime rendit progressivement plus onéreux. Les riches Allemands, tant les individus que les familles au patrimoine important, furent soumis à une imposition sur leur richesse nette et non seulement sur leurs revenus. Le résultat fut un transfert de richesse des patrimoines privés vers l'État, qui se superposa au système des obligations et à la répression de la consommation pour créer un flux constant de ressources vers l'effort de réarmement. Mais le recours le plus brutal et le moins discuté dans les analyses économiques conventionnelles fut l'appropriation systématique des biens de la population juive allemande. Le processus commença de manière graduelle. Les lois de Nuremberg de septembre 1935 dépouillèrent les Juifs de la citoyenneté allemande et créèrent le cadre légal permettant leur exclusion progressive de la vie économique. Dans les 2 années suivantes, les Juifs furent expulsés des professions libérales, de la fonction publique, de l'armée et de la plupart des secteurs entrepreneuriaux, sauf s'ils agissaient exclusivement sur le marché interne juif. À partir de 1937 et de manière accélérée en 1938, la politique de Arisierung, arianisation, transforma l'expropriation en une procédure formelle et massive. La Arisierung consistait à forcer les propriétaires juifs à vendre leurs entreprises, immeubles et actifs à des acheteurs ariens, généralement à des prix très inférieurs à ceux du marché, parfois à une fraction infime de la valeur réelle. Le mécanisme était brutalement simple. Le propriétaire juif recevait une offre qu'il ne pouvait refuser, car la refuser impliquait la confiscation directe ou l'emprisonnement. Les grandes entreprises juives, telles que les banques, les grands magasins ou les sociétés industrielles, furent acquises par des entrepreneurs non juifs ou par l'État lui-même à des prix dérisoires. Les petits commerces et ateliers furent simplement confisqués ou abandonnés sous la pression. Dans des villes comme Berlin ou Francfort, des quartiers entiers d'activités commerciales juives disparurent en l'espace de quelques mois. Le pogrom des 9 et 10 novembre 1938, connu sous le nom de Nuit de cristal, fut en partie un acte de violence politique conçu pour accélérer le processus de dépouillement économique. Après les émeutes, le gouvernement nazi imposa à la communauté juive une amende collective d'1 milliard de marks, présentée comme une compensation pour les dommages causés durant le pogrom même que l'État avait organisé. De plus, les assurances qui auraient couvert les dommages des propriétés juives détruites furent confisquées par l'État. Les victimes payèrent pour leur propre destruction et l'État empocha tant l'indemnisation que les assurances. La réunion qui suivit la Kristallnacht, présidée par Göring le 12 novembre 1938, est documentée en détail car elle fut enregistrée. Lors de celle-ci, les hauts fonctionnaires nazis débattirent littéralement de la manière de convertir la violence antisémite en un mécanisme plus efficace de transfert de richesses. Göring se plaignit que les émeutes avaient endommagé des propriétés qui devraient maintenant être reconstruites, si bien qu'une partie de la valeur détruite ne pourrait être appropriée. Le débat fut sans phare dans son pragmatisme. Le problème n'était pas la violence, mais le fait que la violence désordonnée détruisait de la richesse qui aurait pu être confisquée de manière ordonnée. La conclusion fut d'accélérer la Arisierung au moyen de procédures légales plus systématiques. Entre 1933 et 1939, on estime que l'Arisierung et les confiscations transférèrent des biens d'une valeur comprise entre 8 et 12 milliards de marks des propriétaires juifs vers l'État ou vers des acheteurs ariens connectés au régime. Ce chiffre représente une part significative, bien que non majoritaire, du coût total du réarmement. La violence économique contre la population juive fut, entre autres, un mécanisme de financement de l'appareil militaire allemand. Cette réalité, inconfortable dans sa littéralité,
a été documentée de manière exhaustive par les historiens à partir de l'ouverture des archives allemandes dans les années 1990. L'industrie privée est le pacte implicite avec le régime. L'une des interprétations les plus répandues et les plus débattues sur l'économie nazie est celle qui soutient que les grands industriels allemands financèrent l'ascension d'Hitler en échange de contrats et d'avantages. La réalité est plus nuancée et, à certains égards, plus troublante que cette simple narration. Il est vrai que des secteurs du grand patronat allemand contribuèrent économiquement au Parti national-socialiste avant 1933, bien que dans des proportions qui ne furent pas déterminantes pour le financement électoral du parti. Le NSDAP possédait sa propre base de financement populaire avec des cotisations de militants, la vente de publications et une structure commerciale propre relativement efficace. Les contributions industrielles étaient importantes en tant que signal politique, mais non comme source principale de revenus. Le mythe d'Hitler comme création des industriels simplifie une relation qui fut davantage faite d'opportunisme mutuel que de mécénat délibéré. La contribution la plus importante de l'industrie ne fut pas monétaire mais politique. Son acceptation, passive ou active, du démantèlement du mouvement syndical allemand en mai 1933. Lorsque les Sturmabteilungen prirent d'assaut les sièges des syndicats, arrêtèrent leurs dirigeants et dissoudront les organisations de travailleurs, le patronat allemand ne protesta pas. Au contraire, il bénéficia directement de l'élimination de la négociation collective et de l'établissement de contrôle sur les salaires. Les conventions collectives qui avaient régulé les relations de travail durant la République de Weimar disparurent d'un trait de plume, et avec elles, la capacité des travailleurs d'exiger des augmentations salariales. Le Deutsche Arbeitsfront, ou Front allemand du travail, qui remplaça les syndicats, était une organisation contrôlée par l'État qui n'avait aucune capacité légale de négocier les salaires. Les rémunérations furent fixées par décret, et bien qu'elles augmentèrent modérément durant la reprise économique de 1933 à 1936, elles le firent en deçà de la productivité, ce qui signifia que les entreprises s'approprièrent une partie de l'augmentation de la valeur générée par la reprise. Ce transfert de revenus du travail vers le capital fut une forme implicite de subvention privée à l'effort de réarmement. Les entreprises obtenaient des bénéfices supérieurs à ceux qu'elles auraient obtenus sur un marché du travail libre, et ces bénéfices pouvaient être réinvestis en capacité productive. Les travailleurs allemands produisaient plus qu'avant la crise et recevaient moins que ce qui leur serait revenu sur un marché compétitif. Le cas d'I.G. Farben, le géant chimique allemand, illustre avec clarté la nature du lien entre l'industrie et le régime. I.G. Farben était le plus grand complexe industriel privé d'Europe dans les années 30, résultat de la fusion en 1925 des principales entreprises chimiques allemandes, Bayer, BASF, Hoechst et 6 autres. Sa coopération avec le gouvernement nazi commença presque immédiatement après 1933, lorsque l'entreprise reçut des contrats massifs pour développer du carburant synthétique via le procédé Bergius d'hydrogénation du charbon et du caoutchouc synthétique, également dénommé commercialement Buna. Ces deux matériaux étaient absolument essentiels à la stratégie militaire allemande. L'Allemagne n'avait ni pétrole propre ni accès sûr à des sources de caoutchouc naturel et la dépendance aux importations aurait rendu impossible toute campagne militaire prolongée. L'État nazi finança la construction d'immenses usines industrielles, garantit des prix d'achat fixes pour la production de carburant et de caoutchouc synthétique et assuma une partie du risque technologique. I.G. Farben obtint les contrats et le marché garanti. L'État obtint l'autarcie en ces matériaux stratégiques. L'investissement fut colossal. L'usine d'hydrogénation de Leuna nécessita des dépenses équivalentes à des milliards de marks à valeur actuelle. Mais la logique militaire était incontrovertible. Sans carburant propre, les chars et les avions allemands ne pourraient opérer au-delà de ce que permettaient les réserves accumulées. Il en alla de même pour les grands sidérurgistes. Les entreprises comme Krupp, Thyssen ou Vereinigte Stahlwerk reçurent des commandes militaires qui quadruplèrent ou quintuplèrent leur production entre 1933 et 1939. L'État payait, en partie avec des Mefo-Bills, en partie avec des obligations, en partie en marque ordinaire. Les entreprises n'avaient pas besoin de se fier à la solvabilité immédiate de l'acheteur, car elles savaient que l'État avait le pouvoir d'exiger des impôts et, en cas de besoin, d'imprimer de la monnaie.
Le risque de défaut était, en termes pratiques, inexistant, ce qui convertissait les contrats étatiques en l'investissement le plus sûr possible pour toute entreprise industrielle. L'industrie automobile fut également transformée. Volkswagen, dont le nom signifie littéralement « voiture du peuple », fut fondé en 1937 en tant que projet étatique. L'objectif déclaré était de produire une automobile bon marché à la portée de la classe ouvrière allemande. Les travailleurs pouvaient souscrire à un plan d'épargne hebdomadaire de 5 marques qui, après plusieurs années, leur permettrait d'acquérir leur Volkswagen. La propagande du régime présenta le projet comme un exemple du nouveau capitalisme populaire que le national-socialisme apporterait. Des centaines de milliers d'Allemands épargnèrent fidèlement leurs 5 marques hebdomadaires. Mais lorsque la guerre éclata en 1939, l'usine de Wolfsburg fut reconvertie immédiatement à la production militaire. Les Volkswagen promises n'arrivèrent jamais à leurs souscripteurs et l'argent accumulé fut retenu par l'État. L'épargne populaire, une fois de plus, fut convertie en financement de l'effort de guerre. Heinkel, Junkers, Messerschmitt, Dornier et Focke-Wulf dans l'aviation, MAN et Daimler-Benz dans les véhicules militaires, Rheinmetall dans l'artillerie, toutes suivirent le même schéma. Elles recevaient des contrats de l'État, étendaient leur capacité productive avec un financement mixte, en partie privé et en partie étatique, formaient des ingénieurs et des techniciens aux nouvelles technologies de guerre et produisaient l'armement dont l'armée avait besoin. La distinction entre entreprises privées et entreprises étatiques devint progressivement floue. Les entreprises nominalement privées agissaient comme si elles étaient des branches de l'administration militaire, parce qu'en pratique, c'était le cas. Les propriétaires pouvaient conserver leurs actions et recevoir des dividendes, mais les décisions stratégiques sur ce qu'il fallait produire, en quelle quantité et pour qui, étaient déterminées par l'État. Le plan quatriennal, l'autarcie comme stratégie de guerre. En août 1936, Hitler rédigea un mémorandum secret, non destiné à la publication ni au débat, dans lequel il traça avec une clarté brutale la logique de son projet économique. Le texte est extraordinairement révélateur car il montre qu'Hitler comprenait parfaitement les limites économiques de l'Allemagne et les acceptait comme prémices d'une stratégie consciente, non comme des obstacles à surmonter, mais comme le cadre à l'intérieur duquel il fallait agir avec une vitesse et une décision que ses adversaires ne pourraient égaler. Dans ce mémorandum, Hitler arguait que l'Allemagne faisait face à une alternative existentielle. Soit elle devenait une puissance autosuffisante capable de soutenir une guerre de grande dimension, soit elle était condamnée à la décadence et à la subordination. Il n'y avait pas de demi-mesure. L'économie devait être au service de la préparation belliqueuse et non l'inverse. L'objectif était explicite. L'armée allemande et l'économie allemande devaient être prêtes pour la guerre dans un délai maximal de 4 ans. La date butoir était 1940. Pour mettre en œuvre ce plan, Hitler désigna Hermann Göring comme commissaire plénipotentiaire du plan quadriennal. Le choix de Göring, qui n'était ni économiste ni industriel mais un politicien et militaire de carrière, fut délibéré. Hitler voulait quelqu'un qui n'eût ni les inhibitions techniques de Schacht, ni les scrupules des bureaucrates financiers. Göring devait exécuter le plan avec la logique du pouvoir politique, non avec la logique du marché. Sa nomination fut aussi un signal sans équivoque que la phase de relative prudence financière était terminée. Le plan quadriennal possédait 2 axes fondamentaux. Maximiser la production de matières premières stratégiques à l'intérieur de l'Allemagne, même si le coût était bien supérieur à celui de leur importation, et développer des substituts synthétiques pour les ressources que le pays ne pouvait produire. L'autarcie, c'est-à-dire l'indépendance économique totale vis-à-vis de l'extérieur, était l'objectif déclaré. En termes purement économiques, c'était une stratégie profondément inefficace. Produire de l'aluminium en Allemagne coûtait beaucoup plus cher que de l'acheter sur le marché mondial. Produire du carburant synthétique coûtait entre 3 et 5 fois plus cher que d'importer du pétrole. Fabriquer du caoutchouc synthétique avait un coût similaire. Mais la logique n'était pas économique mais stratégique. En temps de guerre, les prix du marché mondial sont hors de propos si l'ennemi peut bloquer les routes de ravitaillement. Le cas du minerai de fer illustre cette logique. L'Allemagne possédait de vastes dépôts de minerai de fer de basse qualité sur le territoire du Reich, particulièrement dans la région de Salzgitter. Ce minerai était trop pauvre en contenu métallique pour être compétitif en temps de paix face aux minerais de haute qualité importés de Suède ou de Lorraine. Mais le plan quadriennal ordonna de l'exploiter malgré tout,
en construisant l'énorme usine Reichswerke Hermann Göring à Salzgitter, qui devint entre 1937 et 1938 le plus grand complexe industriel d'Europe. L'efficience économique n'était pas le critère. La capacité de produire de l'acier indépendamment des importations externes l'était. Schacht s'opposa au plan quadriennal avec des arguments techniquement solides. Il souligna que les ressources nécessaires à sa mise en œuvre, telles que les devises, les matières premières et la main-d'œuvre qualifiée, étaient incompatibles avec la nécessité de maintenir des exportations minimales pour obtenir des devises et avec l'équilibre financier interne. Dans sa vision, le réarmement devait être financé dans les limites de ce que l'économie pouvait supporter sans déclencher d'inflation ou une crise de la balance des paiements. Il rédigea des mémorandums qui avertissaient du danger d'une inflation galopante si la dépense continuait d'augmenter sans contrôle. Le conflit avec Göring devint irréconciliable et en novembre 1937, Schacht démissionna de son poste de ministre de l'économie, bien qu'il conservât la présidence de la Reichsbank jusqu'au début de 1939. Son départ marqua la fin de la période de relative prudence financière et le début d'une phase de dépenses incontrôlées. Le programme de production synthétique sous le plan quadriennal atteignit des dimensions extraordinaires. En 1938, l'Allemagne produisait déjà 1,35 million de tonnes de carburant synthétique par an, une quantité qui couvrait approximativement 46% des besoins en essence de l'armée. L'objectif pour 1940 était d'atteindre l'autosuffisance totale. Le caoutchouc synthétique, Buna, dont la production industrielle commença à l'usine de Schkopau en 1936, atteignit en 1939 une capacité de 22 000 tonnes annuelles, chiffre qui restait insuffisant mais qui croissait rapidement. Ces prouesses technologiques, obtenues à un coût économique énorme, n'auraient pas été possibles sans l'échelle d'investissement garantie par l'État. L'azote synthétique pour la fabrication d'explosifs fut un autre produit critique. L'Allemagne dépendait de l'azote pour ses engrais agricoles et, simultanément, pour la production de munitions. Le procédé Haber-Bosch, développé en Allemagne avant la Première Guerre mondiale, permettait de synthétiser l'azote à partir de l'air. Les usines qui le produisaient avaient été massivement étendues durant le plan quadriennal jusqu'à atteindre une capacité qui rendait l'Allemagne pratiquement autosuffisante en ce matériau stratégique. Cette indépendance serait cruciale durant la guerre. Lorsque les Alliés bloquèrent les importations allemandes, l'azote synthétique demeura disponible en quantité suffisante pour maintenir tant la production agricole que la fabrication d'explosifs. À partir de 1936, la dépense militaire allemande s'envola à des niveaux qu'aucune économie saine n'aurait pu soutenir en temps de paix. En 1936, elle représentait 13% du produit national. En 1938, 17%. En 1939, 23%. Pour l'année où commença la guerre, près d'un quart de toute la richesse produite en Allemagne était destinée à un usage militaire. Ces pourcentages sont extraordinairement élevés, même en les comparant à des économies en guerre déclarée. Le plan quadriennal ouvrit en outre la voie à une plus grande pénétration étatique dans l'économie privée. Les entreprises qui ne coopéraient pas activement aux objectifs de production belliqueuse faisaient face à des inspections, des réglementations et, dans certains cas, à l'expropriation directe. Le concept de propriété privée ne disparut pas formellement mais fut vidé de sa substance. Le propriétaire pouvait maintenir le titre juridique de son entreprise, mais l'État décidait de ce qu'il fallait produire, à quel prix et avec quelles ressources. L'économie de guerre avant la guerre, l'inflation réprimée. L'un des mystères les plus intrigants de l'économie nazie est la raison pour laquelle, malgré des dépenses publiques qui multiplièrent plusieurs fois les revenus de l'État, il n'y eut pas d'inflation significative durant les années 30. La réponse révèle à quel point le régime construisit un système de contrôle totaux qui éliminèrent simplement le marché comme mécanisme de signalisation des prix. L'inflation, en termes techniques, se produit lorsqu'il y a trop d'argent pour trop peu de biens. Dans l'Allemagne nazie de 1935 à 1939, il y avait effectivement beaucoup plus d'argent en circulation que de biens disponibles à la consommation, car une proportion croissante de la production industrielle était destinée à l'armée et non au marché civil.
Mais les prix ne grimpèrent pas de manière visible, car le gouvernement gela les prix par décret dès 1933, et avec une rigueur croissante à partir de 1936. Dès 1933, il existait des commissaires aux prix dotés de pouvoir pour fixer le prix plafond de pratiquement n'importe quel bien. En 1936, un gel général des prix fut établi. Il était interdit d'augmenter le prix d'un quelconque bien au-delà du niveau en vigueur en octobre 1936. Les entrepreneurs qui tentèrent de le faire s'exposaient à des amendes, à la confiscation et, dans les cas extrêmes, à des peines de prison. Le prix de la viande, du pain, du charbon, des loyers, des services, tout était sous contrôle administratif. Un réseau d'inspecteurs parcourait les marchés, les boutiques et les entrepôts pour vérifier la conformité. Ce qui ne pouvait être contrôlé par des décrets était la pénurie physique. Si le prix de l'huile de cuisine ne pouvait monter, mais que la production d'huile avait été réduite, parce que les usines de graines oléagineuses avaient été reconverties à des usages industriels pour le réarmement, le résultat n'était pas un prix stable, mais des rayons vides. Les files d'attente devant les magasins, les biens qui disparaissaient des marchés réguliers pour réapparaître sur les marchés noirs, les cartes de rationnement qui commencèrent à être introduites pour certains produits dès 1936, et la prolifération croissante de succédanés de basse qualité. Tous ces phénomènes étaient des symptômes de la même réalité. L'inflation n'avait pas disparu, elle avait été réprimée et se manifestait sous des formes différentes, moins quantifiables mais tout aussi réelles. Les économistes modernes nomment ce phénomène inflation réprimée ou inflation contenue. En apparence, les prix semblèrent stables, mais la quantité d'argent que les citoyens possédaient et ne pouvaient dépenser en biens rares s'accumulait de force sous forme d'épargne. Cette épargne, à son tour, était captée par le système bancaire et convertie en obligations d'État qui finançaient davantage de dépenses militaires. C'était un circuit fermé et hermétique. L'argent entrait dans le système, circulait, était épargné car il n'y avait pas assez de biens à acheter et revenait à l'État. Une machine financière parfaitement huilée pour transférer la richesse privée vers l'appareil belliqueux. Ce système eut une conséquence psychologique importante qu'il ne faut pas sous-estimer. Dans l'Allemagne des années 30, le citoyen moyen faisait l'expérience d'une amélioration réelle et visible de sa situation économique par rapport aux années de crise. Le chômage avait presque disparu. Des 6 millions de sans-emploi en 1932, l'Allemagne passa à un quasi-plein emploi en 1938. Les salaires, bien que contrôlés, avaient modestement augmenté par rapport au niveau de la dépression. Le transport était bon marché, l'électricité relativement accessible, l'ordre public visible et les mendiants avaient disparu des rues. La propagande nazie présentait ses réussites comme le fruit de la génialité du Führer et beaucoup d'Allemands le percevaient authentiquement ainsi. Ce qu'ils ne percevaient pas avec autant de clarté était qu'ils consommaient moins qu'ils ne produisaient, que les biens disponibles étaient moindres que dans les années 20 et que la différence était absorbée par l'armée. L'économiste italien Piero Sraffa, observant depuis l'étranger, écrivit en 1939 que l'économie nazie était techniquement comparable à une économie en guerre totale, bien que sans guerre déclarée. Les contrôles des prix, l'affectation administrative des ressources, la priorité militaire sur la consommation civile, la suppression des mécanismes de marché. Tout était déjà en place avant qu'aucun conflit ne commençât. Lorsque la guerre éclata, il ne fut pas nécessaire de changer radicalement le système, seulement de l'intensifier. Les statistiques de consommation privée sont éloquentes. En 1928, au point le plus haut de la relative prospérité de Weimar, la consommation privée par habitant en Allemagne atteignait un certain niveau de référence. En 1938, après 6 ans de reprise nazie et avec le plein emploi rétabli, la consommation privée par habitant était inférieure à celle de 1928. Les Allemands travaillaient plus, gagnaient plus nominalement et consommaient moins en termes réels. La différence était l'armée. Il y avait, selon les mots de l'historien Richard Overy, une prospérité apparente construite sur une pauvreté réelle que les mécanismes de contrôle du régime maintenaient invisible pour la majorité de la population. Le pillage comme politique, Autriche, Tchécoslovaquie et Pologne. Pour 1938, l'architecture financière construite par Schacht et élargie par Göring avait atteint sa limite structurelle. Les Mefo-Bills arrivaient à échéance
La dette intérieure était énorme, la pénurie de devises était aiguë et la dépense militaire continuait de croître sans que les revenus fiscaux ordinaires puissent suivre le rythme. Le système n'était pas soutenable dans les termes où il avait été conçu. Dans ce contexte, l'expansion territoriale cessa d'être seulement un objectif idéologique pour devenir une nécessité économique urgente. La connexion entre le piège financier interne et l'agression extérieure est l'un des arguments les plus persuasifs de l'historiographie économique récente sur le nazisme. L'Anschluss, l'annexion de l'Autriche en mars 1938, fut le premier grand acte de pillage organisé à l'échelle étatique. L'Autriche n'était pas une nation pauvre. Elle possédait des réserves d'or et de devises à l'Österreichische Nationalbank, la Banque nationale autrichienne, une infrastructure industrielle développée et un appareil productif qui incluait des fonderies, des usines de papier, des textiles et quelques secteurs de précision industrielle. Au moment de l'annexion, les réserves de la Banque centrale autrichienne incluaient environ 78 tonnes d'or et des devises pour une valeur d'environ 1,4 milliard de shillings. Tout cela fut transféré à la Reichsbank en l'espace de quelques semaines. L'or autrichien devint des réserves allemandes, les devises furent absorbées dans les comptes centraux et les entreprises autrichiennes devinrent propriété du Reich ou d'acheteurs allemands désignés. La dette publique autrichienne fut répudiée ou assumée dans des conditions avantageuses pour l'Allemagne. Les citoyens autrichiens juifs furent soumis immédiatement à la même politique de Arisierung que dans le Reich, avec la particularité qu'en Autriche, le processus s'accéléra encore davantage qu'en Allemagne. En quelques mois fut liquidée la quasi-totalité de la propriété privée juive de Vienne, l'une des communautés les plus actives économiquement d'Europe centrale. La communauté juive de Vienne, qui représentait une fraction petite de la population mais une proportion significative de l'activité économique dans les secteurs du commerce, de la banque et des professions libérales, fut dépouillée en un temps record. 6 mois plus tard, la conférence de Munich de septembre 1938 livra les Sudètes tchécoslovaques à l'Allemagne sans un seul coup de feu. La région des Sudètes contenait certaines des industries les plus importantes de Tchécoslovaquie, les usines Skoda à Pilsen, qui fabriquaient des automobiles, des locomotives et de l'armement de première qualité, étaient l'actif le plus précieux. Les installations industrielles sudètes, avec leur infrastructure intacte et leur main-d'œuvre qualifiée, passèrent à produire directement pour l'armée allemande. Lorsque, en mars 1939, Hitler brisa les accords de Munich et occupa le reste de la Tchécoslovaquie, le pillage fut complété. La Banque nationale tchèque possédait des réserves d'or d'environ 45 tonnes. À travers une manœuvre qui génère encore aujourd'hui la controverse, puisque les réserves avaient été transférées préventivement à la Banque des règlements internationaux à Bâle, soi-disant dans un lieu sûr, mais furent livrées à l'Allemagne avec la coopération de la Banque d'Angleterre, pratiquement tout l'or tchèque finit à Francfort. L'industrie d'armement tchèque, l'une des plus sophistiquées d'Europe, passa à produire pour l'armée allemande. Les divisions Panzer allemandes qui envahirent la France en 1940 utilisaient, dans des proportions significatives, des chars de fabrication tchèque, les Panzer 35T et Panzer 38T, qui provenaient directement des arsenaux de Prague. L'invasion de la Pologne en septembre 1939 marqua le début d'une politique d'exploitation encore plus brutale. La Pologne ne fut pas un objectif de pillage financier sophistiqué, mais ses ressources agricoles et industrielles furent systématiquement pillées dès le premier jour de l'occupation. Le gouvernement général établi dans la Pologne occupée n'était pas une administration coloniale ordinaire. C'était un appareil explicitement conçu pour extraire des ressources du territoire occupé et les transférer au Reich. La population polonaise fut réduite en esclavage économique avec des salaires minimums ou le travail forcé, la confiscation de fermes, la réquisition d'aliments et le dépouillement généralisé de biens. Plus importante encore à long terme, l'occupation de la Pologne ouvrit la voie à la plus grande entreprise de travail esclave de l'histoire moderne. Tout au long de la guerre, entre 7 et 8 millions de travailleurs étrangers forcés provenant de Pologne, de l'Union soviétique, de France, des Pays-Bas, de Belgique, d'Italie et pratiquement tous les territoires occupés, travaillèrent dans les usines, mines, fermes et chantiers de construction allemands. En 1944, les travailleurs forcés représentaient environ 25% de la force de travail totale de l'économie allemande. Des entreprises comme Volkswagen, BMW, Daimler-Benz, IG Farben, Krupp
Siemens et des dizaines d'autres utilisèrent le travail esclave à grande échelle. Le coût salarial de cette main-d'œuvre était minime ou nul. Les travailleurs forcés recevaient des quantités symboliques qui ne suffisaient pas à couvrir leur alimentation, et beaucoup mouraient à cause des conditions de travail. Le travail esclave fut un autre des mécanismes qui permit de maintenir la production de guerre à des coûts que le système de prix officiel n'aurait pu absorber. Le pillage de l'Europe occidentale, France, Pays-Bas et au-delà. La chute de la France en juin 1940 fut le plus grand acte de pillage financier organisé de l'histoire européenne jusqu'à ce moment. En 6 semaines, l'Allemagne vainquit l'armée qui avait freiné l'avancée allemande durant 4 ans lors de la Première Guerre mondiale et occupa la plus grande économie d'Europe occidentale. Le mécanisme de pillage de la France fut formellement élégant dans sa brutalité. L'armistice de juin 1940 obligea la France à payer les frais d'occupation, c'est-à-dire les dépenses de l'armée allemande stationnée sur le territoire français. Le tarif fut fixé à 400 millions de francs par jour, un chiffre délibérément gonflé qui dépassait de loin le coût réel du maintien des troupes d'occupation. Pour situer l'ampleur, ce paiement quotidien équivalait à environ le double du coût réel de l'occupation militaire, ce qui signifie que la différence était simplement un transfert de richesse de la France vers l'Allemagne, déguisé en dépenses administratives. Entre 1940 et 1944, les paiements d'occupation totalisèrent entre 631 et 700 milliards de francs. Avec cet argent, le gouvernement d'occupation allemand achetait en France tout ce dont il avait besoin. Nourriture, vêtements, machines, véhicules, art, métaux précieux, chefs-d'œuvre des musées. Les soldats allemands achetaient avec des marques qui étaient échangées à un taux de change artificiellement favorable à l'Allemagne. Le marque fut fixé à 20 francs alors que sa valeur réelle de marché aurait été d'environ 10 à 12 francs. En pratique, l'armée et les citoyens allemands achetaient en France à la moitié du coût réel. Les boutiques parisiennes vidèrent leurs stocks, tandis que les occupants envoyaient des colis remplis de parfums, de vêtements et de nourriture à leurs familles en Allemagne. Les biens des citoyens juifs français, qui représentaient une part significative de la richesse privée dans des secteurs comme la banque, le commerce, l'art et l'immobilier, furent confisqués méthodiquement à travers des mécanismes légaux qui imitaient et accéléraient les procédures appliquées en Allemagne. L'opération Meubel, meubles en allemand, fut le nom donné au programme de confiscation des biens des foyers juifs dans les territoires occupés. Rien qu'en France, plus de 38 000 appartements juifs furent vidés et leur contenu envoyé en Allemagne. Le Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, un organisme spécialement créé pour la confiscation de biens culturels et artistiques, pilla systématiquement des collections privées d'art, des bibliothèques et des archives dans tous les territoires occupés. Aux Pays-Bas, le modèle fut similaire mais avec quelques particularités. La Banque centrale néerlandaise possédait des réserves d'or qui avaient été partiellement évacuées, mais les installations industrielles et les stocks de matières premières tombèrent intacts entre les mains allemandes. L'économie néerlandaise, hautement industrialisée et dotée d'un secteur agricole très productif, fut intégrée au système productif allemand. Les entreprises néerlandaises recevaient des contrats allemands et payaient avec ceux-ci une partie de la facture d'occupation. En pratique, elles travaillaient pour l'effort de guerre allemand sans l'avoir choisi. La Belgique, avec ses énormes mines de charbon dans le Borinage et ses industries sidérurgiques, fut exploitée de manière systématique. La production belge d'acier, de charbon et de produits manufacturés fut réorientée vers les besoins allemands dès les premiers mois de l'occupation. Le mécanisme était le même dans tous les territoires. Un taux de change surévalué du mark, des paiements d'occupation et des contrats forcés. Le résultat était toujours le même. Des ressources réelles affluant des pays occupés vers l'Allemagne et des marques de papier qui ne pouvaient être dépensées à l'étranger affluant en sens inverse. En Norvège, la capture des réserves de la Banque centrale et l'exploitation des industries norvégiennes d'aluminium, dont la matière première était la bauxite et l'énergie provenait de l'abondante hydroélectricité norvégienne, furent développées agressivement sous l'occupation pour approvisionner l'industrie aéronautique allemande, qui consommait de grandes quantités d'aluminium pour la production d'avions. L'exploitation des Balkans mérite une mention à part. La Yougoslavie, la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce avaient été incorporées au système commercial allemand grâce aux accords bilatéraux des années 30. Lorsque la guerre transforma ces accords en relations de dépendance forcée,
le flux de ressources s'accéléra radicalement. Le pétrole roumain de Ploiesti fut la ressource stratégique la plus importante de toute l'Europe continentale sous influence allemande. En 1943, les raffineries roumaines fournissaient environ 35% du pétrole que consommait la Wehrmacht. Lorsque les bombardements alliés endommagèrent ces installations en août 1943, la restriction de carburant fut l'un des facteurs qui commença à limiter la mobilité opérationnelle de l'armée allemande sur le front de l'Est. Le cas italien présente un paradoxe intéressant. L'Italie était alliée à l'Allemagne et non un territoire occupé. Mais l'alliance fut financièrement asymétrique dès le début. L'Italie recevait de l'armement et un soutien technique allemand, mais la relation économique était défavorable pour Rome. Lorsque, en septembre 1943, l'Italie signa l'armistice avec les Alliés et que les troupes allemandes occupèrent le nord et le centre du pays, le statut changea abruptement. En moins d'un an d'occupation, l'Allemagne extraisit d'Italie des ressources pour une valeur estimée à plusieurs milliards de marks, incluant des réserves de la Banque centrale, des machines industrielles, des productions agricoles et, une fois de plus, les biens de la communauté juive italienne qui fut soumise à la déportation et au dépouillement à l'automne 1943. Dans son ouvrage Hitler's Beneficiaries, publié en 2005, Guzzali soutint une thèse provocatrice mais bien documentée. Une partie significative du pillage européen bénéficia directement aux citoyens allemands moyens, et non seulement à l'État ou aux élites industrielles. Les soldats qui achetaient à bas prix en France envoyaient des colis à leurs familles en Allemagne. Les biens confisqués dans les pays occupés apparaissèrent sur les marchés allemands à des prix inférieurs. Les impôts que les Allemands payaient étaient inférieurs à ce qu'ils auraient dû payer pour financer le réarmement sans le pillage extérieur. Le régime nazi convertit le pillage en un mécanisme de cohésion sociale interne. Faire la guerre rapportait à la population allemande et cette réalité matérielle créa des complicités qui vont au-delà de la propagande et de la peur. Le piège final, lorsque le système s'est essoufflé. L'édifice financier que le nazisme avait construit possédait une faiblesse structurelle que ses propres architectes connaissaient et qu'ils tentèrent de résoudre par l'expansion territoriale continue. Mais l'expansion a des limites géographiques et lorsque l'Allemagne se heurta à des opposants qu'elle ne pouvait vaincre rapidement, le système commença à montrer ses fractures. La guerre éclair, le Blitzkrieg, n'était pas seulement une doctrine tactique militaire, c'était une nécessité économique. L'Allemagne ne pouvait se permettre une longue guerre d'usure car ses ressources ne le permettaient pas. Les mêmes analyses qui montraient que l'économie allemande avait été poussée à la limite de ses possibilités avant 1939 indiquaient qu'une guerre prolongée, exigeant de mobiliser des ressources encore plus grandes durant des années, serait impossible à soutenir sans une transformation radicale du système. Le Blitzkrieg était la réponse tactique à une restriction économique. Il fallait gagner vite ou ne pas gagner. La première erreur de calcul fut la bataille d'Angleterre en 1940. L'Allemagne espérait une reddition rapide de la Grande-Bretagne ou une négociation. Aucune des deux n'arriva. Le maintien d'une guerre aérienne prolongée au-dessus de la Manche consomma des ressources sans obtenir le résultat décisif recherché. La seconde campagne de Blitzkrieg en Yougoslavie et en Grèce au printemps 1941 fut un succès rapide, mais elle détourna des ressources et du temps vers le sud de l'Europe, retardant l'attaque contre l'Union soviétique de plusieurs semaines. Ces semaines s'avéreraient critiques lorsque l'hiver russe de 1941 arriva. L'invasion de l'Union soviétique en juin 1941 fut le point de bascule définitif. Hitler espérait vaincre l'URSS lors d'une campagne de 12 à 16 semaines qui lui fournirait le pétrole du Caucase, le grain d'Ukraine et l'espace vital qu'il considérait nécessaire à l'autarcie totale du Reich. La comparaison avec la France était trompeuse. L'URSS possédait 10 fois plus de territoire, 4 fois plus de population et une capacité industrielle qui avait été massivement étendue durant les années 30. La campagne, qui devait être la dernière, se prolongea indéfiniment. Les statistiques de production révèlent le problème de fond. L'Allemagne produisit en 1941 environ 3800 avions militaires. L'Union soviétique, avec son industrie évacuée à l'est de l'Oural et réorganisée sous la pression de la guerre, produisit la même année près de 15 700 avions. Les États-Unis, qui n'étaient pas encore formellement entrés en guerre, produisaient déjà plus d'armements que l'Allemagne n'en fabriquerait jamais.
L'asymétrie des ressources était écrasante et ne pouvait qu'empirer avec le temps. L'Allemagne avait gagné la première phase de la guerre grâce à l'avantage de l'initiative et à la supériorité tactique. Toutes deux s'érodèrent progressivement. Albert Speer, nommé ministre de l'Armement en février 1942 après la mort accidentelle de Fritz Todt, tenta de réformer radicalement le système de production industrielle allemand. Il élimina les duplicités, rationalisa les processus, standardisa les modèles et augmenta l'efficacité productive. Sous sa direction, la production d'armement allemand tripla entre 1942 et 1944, une réalisation remarquable. Mais même cette augmentation fut insuffisante face à la capacité productive combinée des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique. L'inflation que le régime avait réprimée durant des années commença à émerger. Les contrôles des prix devinrent de plus en plus difficiles à maintenir à mesure que les biens se raréfiaient. Le marché noir crut de manière exponentielle. Les marques que les citoyens accumulaient parce qu'il n'y avait rien à acheter devinrent un poids pour le système. Au moment où les contrôles se relâcheraient, l'inflation réprimée exploserait avec une violence comparable à celle de 1923. La dette intérieure allemande avait atteint des niveaux rendant impossible son remboursement en termes réels. En 1944, la dette du Reich dépassait les 380 milliards de marks, face à un revenu national d'à peine 120 milliards. Le rapport dette sur revenu était de plus de 3-1, dans un pays qui perdait simultanément du territoire et de la capacité productive face à l'avancée alliée. Les banques allemandes détenaient dans leur bilan d'énormes quantités d'obligations d'État qui ne pourraient jamais être remboursées. Le système financier était techniquement insolvable depuis des années. Seule la continuation de la guerre et le maintien des contrôles empêchaient cette insolvabilité de se manifester. La solution finale que le régime appliqua fut la plus brutale de toutes: intensifier l'exploitation des territoires occupés et des travailleurs forcés jusqu'à la limite du physiquement possible. Les usines souterraines construites sous les montagnes du Harz, où l'entreprise Mittelwerk fabriquait les fusées Fahed 2, employaient des prisonniers du camp de concentration de Dora dans des conditions où la mortalité mensuelle dépassait les 10%. On estime que sur les quelques 60 000 travailleurs forcés qui œuvrèrent à la production des fusées V2, plus de 20 000 moururent des suites directes des conditions de travail. L'armement techniquement le plus avancé de la Seconde Guerre mondiale fut littéralement fabriqué sur des cadavres. Le héritage économique, ce qui a survécu à tout cela. Lorsque le Reich s'effondra en mai 1945, le bilan économique était celui d'une dévastation quasi totale. Les villes allemandes étaient en ruine. Les bombardements alliés avaient détruit entre 20 et 40% de la capacité industrielle, bien plus que le tissu urbain résidentiel. L'infrastructure ferroviaire était un chaos. Les réserves de devises et d'or restantes étaient minimales. La monnaie, le Reichsmark, n'avait pratiquement aucune valeur. Sur le marché noir, une cigarette américaine valait plus que plusieurs centaines de marks. La dette intérieure, qui était énorme, fut liquidée de facto par la réforme monétaire de 1948, lorsque le Reichsmark fut remplacé par le Deutsche Mark à un taux qui détruisit la majeure partie du pouvoir d'achat accumulé. Les épargnants allemands, qui avaient fidèlement conservé leurs marques durant des années, achetant les obligations d'État qui financèrent la guerre, virent leurs économies s'évaporer pour la seconde fois en une génération. La première fois avait été l'hyperinflation de 1923. La seconde fut la réforme monétaire de 1948. 2 générations d'épargne détruites par 2 guerres financées via les mécanismes que nous avons décrits. Les réparations de guerre que l'Allemagne dut payer aux Alliés après 1945 furent, en pratique, bien moindres que celles imposées par le traité de Versailles. La décision des alliés occidentaux, notamment des États-Unis, de ne pas répéter l'erreur de Versailles fut en partie le résultat des leçons tirées de l'entre-deux-guerres. Charger un pays vaincu de dettes impossibles à payer génère une instabilité politique qui peut être plus coûteuse que la réparation que l'on cherchait à obtenir. La lecture de l'histoire récente influença directement les décisions de politique économique d'après-guerre. Le plan Marshall, annoncé en 1947 et mis en œuvre dès 1948, inversa la logique des réparations. Au lieu d'extraire des ressources de l'Allemagne, les alliés occidentaux injectèrent du capital dans l'économie allemande.
Environ 1,4 milliard de dollars d'aides directes arrivèrent en Allemagne de l'Ouest entre 1948 et 1952. L'ampleur de l'aide fut importante, bien qu'elle ne fût pas le facteur principal de la reprise. Furent plus décisifs la réforme monétaire qui élimina l'inflation réprimée, la libéralisation des contrôles des prix qui permit au marché de fonctionner à nouveau et l'énorme capacité productive installée qui avait survécu au bombardement. La rapidité de la reprise ouest-allemande dans les années 50, le Wirtschaftswunder, ou miracle économique, surprit de nombreux observateurs contemporains. Mais du point de vue de l'analyse économique, ce n'était pas aussi miraculeux qu'il y paraissait. La base industrielle installée durant le réarmement et la guerre, bien qu'endommagée, était énorme. En 1945, même après les bombardements, l'Allemagne possédait une capacité productive installée supérieure à celle de 1933. Les travailleurs avaient des qualifications techniques développées durant une décennie de production industrielle intensive. Les institutions éducatives et scientifiques, bien que désarticulées, pouvaient être reconstruites. Ce qui manquait était le cadre institutionnel correct, permettant d'avoir une monnaie stable, des prix libres, un état de droit et du capital pour relancer le processus productif. Le plan Marshall fournit le capital. La réforme de 1948 fournit le cadre. La question des dettes impayées eut un chapitre final des décennies plus tard. La réunification allemande de 1990 et les accords qui l'accompagnèrent rouvrirent le débat sur les réparations de la Seconde Guerre mondiale. La Grèce, la Pologne et d'autres pays réclamèrent des compensations supplémentaires qui n'avaient jamais été versées. Le gouvernement allemand argua que le traité de 1990 avait définitivement liquidé toutes les obligations dérivées de la guerre. Le débat demeure politiquement sensible, notamment en ce qui concerne les compensations pour le travail forcé. Ce n'est que dans les années 90, sous la pression de poursuites judiciaires devant des tribunaux américains, que les entreprises allemandes ayant utilisé le travail esclave créèrent un fonds de compensation d'environ 10 milliards de marks. Pour la plupart des survivants, la compensation arriva trop tard et dans des quantités qui ne reflétaient même pas lointainement le préjudice subi. L'économie nazie posa et continue de poser des questions fondamentales aux économistes. Le keynésianisme militaire, c'est-à-dire le stimulus fiscal massif via les dépenses d'armement, fut-il ce qui sortit l'Allemagne de la Grande Dépression? En termes de réduction du chômage et de croissance du PIB, la réponse est techniquement affirmative. Les dépenses publiques massives de la période 1933 à 1938 réactivèrent l'économie et réduisirent le chômage. Mais ce succès macroéconomique superficiel cachait une économie qui, en réalité, sacrifiait la consommation présente pour construire une machine de destruction, financée en partie par le vol systématisé. L'analyse d'Adam Tooze, publiée dans The Wages of Destruction en 2006, démontra avec des données détaillées que l'économie allemande des années 30 était beaucoup plus faible que ce que la propagande nazie affirmait et que ce que, durant des décennies, de nombreux historiens ont supposé. La puissance économique allemande qui semblait si formidable était en réalité une économie surchargée, avec une dette cachée énorme, une inflation réprimée qui pouvait exploser à tout moment et une dépendance absolue envers la continuation du processus d'expansion. Lorsque cette expansion s'arrêta, le système s'effondra. La question de savoir si le réarmement nazi aurait pu être soutenu sans la guerre de conquête est répondue de manière unanime par les historiens de l'économie, non. Les propres documents internes du régime, accessibles depuis l'ouverture des archives allemandes, montrent que les responsables financiers savaient dès 1937 ou 1938 que le système n'était pas soutenable. L'économie nazie avait besoin de la guerre pour survivre et non l'inverse. La guerre ne fut pas un accident qui interrompit une reprise économique. Elle fut le résultat planifié et inévitable d'une politique économique qui ne pouvait se maintenir que par l'expansion territoriale et le pillage. L'historiographie du sujet a considérablement évolué depuis les premières études d'après-guerre. Durant des décennies, l'analyse dominante soutenait que l'économie nazie était plus puissante qu'elle ne l'était réellement, ce qui rendait la défaite finale encore plus incompréhensible. L'œuvre de Tooze a inversé ce cadre interprétatif. Elle a montré que l'économie nazie était plus faible et plus fragile qu'il n'y paraissait,
et que sa solidité apparente dépendait de mécanismes de dissimulation qui ne fonctionnaient que tant que personne ne les remettait en question depuis une position de force. Cette fragilité structurelle n'était pas un défaut accidentel du système, c'était sa caractéristique constitutive, la condition qui rendait la guerre non seulement désirable, mais nécessaire pour les architectes du régime. Les chiffres finaux du réarmement. Pour comprendre l'échelle de ce que l'Allemagne construisit entre 1933 et 1939, ainsi que le coût économique de cette entreprise, il convient de mettre ces chiffres en perspective et d'examiner ce que chacun des mécanismes décrits apporta au total. Les dépenses totales de réarmement entre 1933 et 1939 s'élevèrent à environ 90 milliards de Reichsmark. Pour financer une telle somme, l'Allemagne utilisa environ 12 milliards en bons mais faux, quelques 20 à 25 milliards en dette intérieure placée auprès des banques, des compagnies d'assurance et des fonds de pension, entre 8 et 12 milliards provenant de l'expropriation des biens juifs et de l'arisiérung, ainsi que des montants significatifs obtenus par le pillage de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie durant les dernières années. Le reste provint des impôts ordinaires, de l'épargne forcée et de la compression de la consommation privée. Chacun de ces mécanismes était insuffisant à lui seul. Seule leur combinaison simultanée rendit le résultat possible. En termes de capacité militaire, le résultat fut formidable d'un point de vue technique. En 1933, la Reichswehr comptait 100 000 hommes, soit la limite imposée par Versailles. En 1939, la Wehrmacht disposait de plus de 3,7 millions de soldats en activité et d'une réserve mobilisable de plusieurs millions d'hommes supplémentaires. La Luftwaffe était passée de l'inexistence officielle au rang de deuxième force aérienne mondiale, forte de plus de 4000 avions de combat modernes. La Kriegsmarine avait reconstruit sa flotte sous-marine et lancé une expansion ambitieuse de navires de surface, bien que le plan Z, prévoyant une flotte de haute mer capable de rivaliser avec la Royal Navy, ne put jamais être achevé par manque de temps et de ressources. L'industrie d'armement allemande qui produisit tout ce matériel avait grandi en partant de presque zéro, étant donné que les limitations de Versailles étaient strictes pour devenir le plus grand complexe industriel militaire d'Europe. Les usines Krupp à Essen, qui en 1932 étaient pratiquement à l'arrêt, travaillaient en 1938 à pleine capacité 24 heures sur 24. Les usines Junkers à Dessau et celles de Messerschmitt à Augsbourg constituaient en 1939 quelques-uns des complexes aéronautiques les plus modernes du monde. Les arsenaux de la Wehrmacht produisaient plus de matériel d'artillerie que toute autre armée européenne. Une comparaison internationale illustre jusqu'à quel point l'effort allemand fut exceptionnel dans le contexte des années 30. En 1938, l'Allemagne consacra à la défense l'équivalent de 17% de son revenu national. La Grande-Bretagne y consacra 7%, la France 9%, les États-Unis 1,5%. L'Union soviétique, dont le programme d'industrialisation forcée des plans quinquennaux de Staline consacrait également une fraction énorme de ses ressources à l'industrie militaire, atteignit environ 12%. Ce n'est qu'en additionnant le potentiel de tous les futurs alliés réunis que l'on obtient un chiffre total dépassant clairement celui de l'Allemagne, mais en 1938, aucun de ces pays n'avait encore mobilisé ses ressources au niveau que la guerre allait exiger. L'Allemagne arriva au conflit avec un avantage au démarrage qui mit plusieurs années à être neutralisé. Mais cette puissance militaire reposait sur des fondations économiques que le régime lui-même savait précaires. Les réserves d'or du Reichsbank, déjà faibles en 1933, étaient pratiquement épuisées en 1939, couvrant à peine quelques mois d'importation. La dette intérieure accumulée était techniquement irremboursable sans inflation ou sans l'apport de nouvelles ressources provenant de l'étranger. L'inflation réprimée, qui ne se manifestait pas dans les indices officiels des prix mais bien dans la pénurie et les files d'attente, était un baril de poudre. Et les bons mais faux, dont l'échéance massive approchait, exigeaient une solution que le système ne pouvait fournir sans de nouvelles conquêtes. Le colonel Georg Thomas, chef du département de l'économie de guerre des forces armées allemandes, présenta en 1939 un mémorandum à l'état-major dans lequel il avertissait que l'Allemagne n'était pas préparée à une guerre longue. Ces calculs montraient que les réserves de matières premières stratégiques seraient suffisantes pour 6 à 12 mois de combats intensifs, pas plus. Au-delà de cet horizon,
L'économie allemande dépendrait entièrement de la capacité à conquérir de nouvelles sources de matières premières avant que les existantes ne fussent épuisées. C'était une guerre de temps court, obligatoire. Si elle n'était pas gagnée rapidement, elle ne serait pas gagnée. Hitler comprenait ces limitations et les intégrait à sa pensée stratégique, bien qu'avec une distorsion décisive. Il surestima systématiquement la faiblesse de ses adversaires et sous-estima leur capacité de résistance ainsi que leur potentiel industriel. La Blitzkrieg fonctionna en Pologne et en France car les armées de ces pays ne purent absorber et répondre au choc initial. Elle ne fonctionna pas en Union soviétique car le territoire était trop vaste, l'ennemi trop nombreux et la résistance plus tenace que calculée. L'économie allemande des années 30 fut une expérience qui démontra plusieurs choses avec clarté. Premièrement, qu'un État doté d'une volonté politique peut mobiliser des ressources économiques à des vitesses et en quantité que les modèles économiques conventionnels ne prédisent pas, par la combinaison de la répression salariale, du contrôle des prix, de la création monétaire déguisée, de l'expropriation et de la dette forcée. Deuxièmement, qu'un tel type de mobilisation n'est pas gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paie, et dans le cas nazi, ce furent en premier lieu les citoyens juifs expropriés et assassinés, ensuite les populations des pays occupés, puis les travailleurs forcés, et enfin les citoyens allemands eux-mêmes, qui virent leurs économies, leurs villes et leur vie détruites. Le destin personnel des protagonistes du système financier nazi ajoute un dernier élément d'intérêt. Hjalmar Schacht fut jugé à Nuremberg comme criminel de guerre, mais fut acquitté en 1946. Le tribunal reconnut qu'il avait conçu les mécanismes de financement du réarmement, mais conclut qu'il n'avait pas participé à la planification de crimes de guerre ni à l'exécution de crimes contre l'humanité. Ce fut peut-être l'acquittement le plus controversé de Nuremberg. L'architecte financier du réarmement nazi sortit libre tandis que certains industriels qui avaient simplement utilisé le système qu'il avait construit reçurent des condamnations. Schacht vécut jusqu'en 1970 et passa ses dernières années à travailler comme conseiller financier pour divers pays en développement avec la même énergie créative qu'il avait appliquée des décennies auparavant au service du Troisième Reich. Hermann Göring, l'exécuteur du plan quadriennal, fut condamné à mort à Nuremberg et se suicida la veille de son exécution. Albert Speer fut condamné à 20 ans de prison. Les dirigeants d'I.J. Farben reçurent des peines allant d'1 à 8 ans, presque toutes réduites par la suite lors des grâces des années 50. Les propriétaires de Krupp et d'autres grandes entreprises industrielles ayant utilisé le travail servile reçurent des condamnations qui, rétrospectivement, semblent disproportionnellement légères au regard de l'ampleur de ce qui s'est produit. Le colonel Thomas avait raison dans son diagnostic, mais il se trompait sur un détail. L'Allemagne n'avait pas seulement besoin de gagner rapidement. Elle devait gagner de manière suffisamment complète pour que le système de pillage pût se perpétuer indéfiniment sur de nouveaux territoires. Lorsque cette possibilité s'éteignit, lorsque le front de l'Est se stabilisa puis recula, lorsque les bombardements alliés commencèrent à détruire la capacité industrielle allemande, la logique interne du système s'inversa. La même machinerie qui avait permis de construire l'armée commença à dévorer le pays qu'il avait créé. La plus grande armée que l'Allemagne eût jamais construite fut payée fondamentalement par ses victimes. Ce paradoxe est la conclusion la plus précise de l'analyse économique du nazisme. Les mécanismes qui rendirent possible le réarmement entre 1933 et 1939, vus dans leur ensemble, composent un système d'une sophistication technique et d'une brutalité morale extraordinaire. Les bons méfaux de Schacht, les contrôles d'échange du Neuer Plan, l'appropriation de l'épargne privée via le système bancaire, l'Arisierung, le pillage des territoires voisins, l'exploitation du travail forcé. Chaque pièce s'emboîtait avec les autres dans une machine conçue pour rendre visible ce qu'il convenait de montrer et cacher ce qui aurait été alarmant. Le secret faisait partie de la conception et non un effet secondaire. Et lorsque le secret ne put plus être maintenu, lorsque l'ampleur de l'endettement et l'envergure du pillage devinrent évidents pour le monde entier, il était déjà trop tard pour arrêter la machinerie que tout cela avait mise en marche.